Politique. En direct sur France Inter, avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. Marc Fauvel. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tous Politiques. Notre invité ce soir s'apprête à passer la main après 14 années à la tête de la CGT. Il est au cœur de l'actualité sociale, des plans sociaux à répétition de ce début d'année à l'envolée du chômage. Il nous dira d'ailleurs s'il distribue des bons points à François Hollande ou si pour lui la présidence actuelle est la copie de la précédente. Bonsoir Bernard Thibault. Bonsoir. Secrétaire général de la CGT, secrétaire pour 2 petits mois encore, puisque vous vous apprêtez à céder la place à Thierry Lepan, la tête de votre centrale. Ce sera fin mars lors du 50e congrès de la CGT. Avant cela, bien sûr, vous avez des choses à dire sur les moyens pour la France de sortir du chômage de masse. Michel Noblecourt du journal Le Monde viendra vous interroger dans quelques minutes. Et puis, sur vous, peut-être aussi des choses à dire sur vos échecs, sur vos regrets, sur votre avenir. On tentera d'en savoir un peu plus avec Bernard Pellegrin de l'agence France Presse. Sans oublier, bien sûr, vos questions, amis auditeurs de France Inter. Vous pouvez les poser en direct sur le réseau Twitter avec le mot-clé TousPol ou réagir aux propos de Bernard Thibault jusqu'à 19h. Tous Politiques, une émission à suivre en direct sur France Inter et aussi en images sur franceinter.fr, lemonde.fr et afp.com. Bernard Thibault, une nouvelle fois, l'actualité a été dominée cette semaine par les plans sociaux et notamment par la situation chez Goodyear à Amiens, 1200 emplois menacés. Vous avez, vous, la CGT, comme le disent d'autres syndicats, une responsabilité dans cet échec. C'est la petite musique qu'on a entendue cette semaine. Quelle est votre réponse ? Oui, c'est sans doute une petite musique pour essayer de détourner l'attention de l'essentiel. Il faut trouver un responsable accessible et la CGT en l'occurrence serait la cible toute désignée. Il se trouve que les personnels à Goodyear, ils ne sont pas les seuls. Mais ceux-là élisent à plus de 80% leurs représentants du personnel sous l'étiquette CGT. Ça doit vouloir dire quelque chose. Et pour moi, ce qui compte, c'est l'opinion des salariés dans une situation donnée. Et je vois beaucoup de commentateurs, y compris dans les rangs syndicaux, qui commentent cela de l'extérieur. Ils n'ont pas d'influence dans l'entreprise. Mais ils se permettent de dire ce qu'il conviendrait de faire à la place des salariés ou des représentants de ces salariés qui sont démocratiquement élus. Il se trouve à cet endroit, comme en beaucoup d'autres, que la CGT, avec ses forces militantes, avec les salariés, essaye de résister au rouleau compresseur des restructurations, des plans de licenciement qui ne sont pas, loin s'en faut, tous justifiés d'un point de vue économique. Alors dans le cas de Goodyear, il y a eu un repreneur qui s'était fait connaître il y a quelques mois, c'est un Américain qui s'appelle Titan. La CGT avait refusé son offre. Voici ce qu'en disait précisément cette semaine Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement Productif. Nous souhaitons que la CGT mette de l'eau dans son vin, que Goodyear mette du vin dans son eau et que Titan boive le vin et l'eau des deux. Et avec ça, on va peut-être pouvoir y arriver. Mais si Titan ne veut pas revenir, il n'y aura pas de solution à court terme en tout cas. Donc, je les ai invités à revenir, discuter avec l'ensemble des partenaires sous l'égide du gouvernement de manière à ce que cette négociation puisse se dérouler dans de meilleures conditions. Si on n'est pas capable de s'entendre autour d'intérêts industriels, nous aurons des déboires. Alors, est-ce que vous êtes prêt, Bernard Thibault, comme le demande Arnaud Montebourg, à mettre un peu d'eau dans votre vin et à revenir à la table des négociations? C'est pas une affaire de boisson. Hein. C'est pas un problème de taux d'alcoolémie de la part des acteurs. On est sur un sujet sérieux et heureusement qu'il y a la CGT dans beaucoup d'endroits pour faire en sorte que certaines usines soient encore vivantes, entre guillemets, avec des personnels qui se mobilisent pour que justement ce potentiel industriel ne disparaisse pas. C'est le reproche qu'on vous a fait à Amiens, d'être jusque boutiste, c'est-à-dire d'avoir refusé ce repreneur qui disait je reprends une partie du site et il y aura un plan de départ volontaire pour les autres. Il faut être informé concrètement sur les teneurs des discussions avant d'avoir des jugements de l'extérieur. Encore une fois, il revient aux représentants des personnels et aux personnels eux-mêmes d'apprécier si le résultat d'une négociation, en l'occurrence avec un repreneur, se situe en termes équilibrés ou pas. En l'occurrence, les engagements souhaités de la part des personnels sur du moyen terme, parce que le nombre de repreneurs qui viennent par définition reprendre une entreprise à un moment donné, présentés comme dans une impasse, sont très nombreux. Mais la question pour nous, du fait des expériences que nous avons en main domaine, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un repreneur à un instant T. Il faut des engagements sur du moyen terme. Quels sont les plans d'investissement? Quels sont les plans de formation? Quels sont les engagements vis-à-vis du personnel qui est actuellement en place? Et là, il n'y avait pas ces garanties à Goodyear. Et ce sont ces discussions qui n'ont pas permis d'aboutir
aux yeux des représentants du personnel sur des engagements suffisamment forts ou suffisamment fiables. Alors si M. Montebourg a les capacités de réunir autour de la table l'ensemble des acteurs et de dessiner un plan qui, aux yeux des personnels, sera jugé comme un plan convenable, je ne vois pas pourquoi la CGT, comme d'autres, refuserait cette perspective. Bernard Thibault, autre plan social, cette fois chez PSA. La semaine a été marquée, vous le savez, par une série de débrayages dans les usines du constructeur automobile. Et on entend là encore des accusations contre votre syndicat, accusé de faire pression sur les non-grévistes, au point que 3 autres syndicats, c'est assez rare, ont ouvertement pointé du doigt les méthodes de la CGT. Écoutez, les représentants de Force ouvrière et de la CGC du site d'Aulnay, près de Paris, interrogés par Marion Lourd. Certaines personnes aujourd'hui se sont réfugiées derrière l'arrêt maladie. Quand vous recevez des menaces de mort, des projectiles, c'est vraiment très violent. Pour les salariés volontaires, nous demandons à la direction de pouvoir mettre de la mutation temporaire sur d'autres sites. Stop au blocage, stop au harcèlement juridique, qui ne font que retarder l'inéluctable et qui aggravent la situation des salariés, situation qui, psychiquement, commence à devenir extrêmement lourde. Des menaces de mort adressées à des ouvriers non grévistes, est-ce que vous confirmez, est-ce que vous condamnez? Non, je n'ai pas d'éléments ni pour confirmer ni pour infirmer. Je sais qu'il est, en particulier dans cette usine et dans cette marque historiquement assez courant, de chercher à criminaliser l'action syndicale, au point d'ailleurs que plusieurs de nos militants, ce qui est scandaleux, vont comparaître cette semaine pour des faits qui leur sont reprochés. Un conflit, et a fortiori lorsqu'il s'agit de la fermeture d'une usine, crée des situations tendues. C'est incontestable. On ne peut pas penser fermer des usines dans des secteurs comme l'automobile, dans la confidentialité, comme si rien n'était contestable de la justification des plans. La CGT préconise un plan alternatif, un plan B à la fermeture de l'usine d'Aulnay. Un plan qui consisterait à investir 97 millions d'emplois, à repenser, à réaffecter des emplois sur plusieurs unités de production. La fermeture de l'usine, elle, coûterait 250 millions d'euros. Ça vaut le coup d'être regardé. Eh bien non, et c'est d'ailleurs un des aspects fondamentaux de cette période. Nous n'avons pas, on ne nous reconnaît pas la possibilité de faire des propositions alternatives au plan économique décrété par les directions d'entreprise. Donc oui, ça génère du conflit, de la tension, mais... Que vous condamnez, si pression il y a, effectivement, sur les non-grévistes, avec un taux d'absentéisme très fort dans cette usine, est-ce que vous les condamnez? Je n'ai pas à condamner. Les pressions, les menaces de mort, il y a aussi des militants de la CGT qui parfois en sont victimes dans leur entreprise. Mais est-ce que c'est une raison, si vous aussi vous en êtes victime? Non, ça n'est pas une raison, mais je ne suis pas sur l'usine. Ce que je sais, c'est que lorsqu'il y a un conflit de cette nature, de cette importance et autant de tensions, lorsqu'on joue de la menace, les premiers menaçants, ce sont les employeurs. Lorsqu'on décrète de fermer une entreprise avec les répercussions telles que celles-là. Là, ce sont, si c'est confirmé, des menaces entre salariés grévistes et non grévistes. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours, je l'ai déjà dit. On n'est pas dans un monde de bisounours en ce moment. Il y a une crise. Il y a plus de 6 millions de personnes qui sont privées d'emploi ou qui ne peuvent pas vivre décemment de leur emploi. Et on pense que tous ces gens-là, voire ceux qui aujourd'hui ont un emploi et sont menacés de le perdre, vont s'effacer de la société, ne vont faire que rejoindre les permanences des restaurants du cœur ou du secours populaire en restant silencieux. C'est impossible. Et c'est en ce sens aussi que nous demandons au gouvernement de prendre la mesure de ce que représente l'exclusion sociale aujourd'hui. Donc il y a aussi des réactions parfois vives qui ne peuvent que se comprendre. Bernard Thibault, plus généralement, on sait que les plans sociaux ne représentent qu'une petite partie des inscriptions chaque mois à Pôle emploi. Est-ce que vous vous attendez, vous, avec les remontées que vous avez en France, à une nouvelle vague de plans sociaux dans les semaines, dans les mois et au printemps qui vient? Pas forcément plans sociaux, parce qu'une des caractéristiques, justement, c'est qu'il y a de moins en moins de salariés licenciés redevables des plans sociaux. Ce sont plutôt des petites entreprises qui ferment? Pas uniquement, c'est aussi parce que le patronat a obtenu des procédures qui lui permettent de licencier avec une plus grande confidentialité. Je vous donne un exemple. Il y a eu l'instauration de la rupture conventionnelle, la rupture d'emploi conventionnelle. C'est une séparation dite à l'amiable. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de salariés depuis 2008, depuis la date où cette convention a été imaginée, malgré le refus de la CGT. Il y a plus d'1 million de salariés qui sont sous une forme de contrat individuel. Là aussi, des pressions existent pour obtenir des salariés leur engagement à partir, moyennant un petit chèque d'indemnité. Ce qui me permet aux entreprises, en multipliant ces ruptures conventionnelles, une par une, d'échapper à leurs obligations dans le cadre de licenciements collectifs, auquel cas elles sont contraintes d'imaginer des plans de reconversion, de formation, d'accompagnement des salariés. Et donc, remarquez-le, la courbe du chômage continue à progresser de manière très conséquente,
sans que pour autant, ça ne soit que des plans qui additionnent tantôt 1000, 2000, ça arrive, et l'actualité en est pleine. C'est souvent ceux-là qui font l'actualité, mais c'est aussi des centaines de milliers de salariés qui perdent leur emploi dans des formes beaucoup plus confidentielles que celles-là. On a entendu les critiques contre la CGT à la fois chez PSA et chez Goodyear. Une interpellation d'un de nos auditeurs en ce moment même sur Twitter, c'est Ricochet qui vous écrit, Bernard Thibault, les syndicats ont-ils oublié qu'ils sont là pour porter la parole des salariés? Il fait référence à ce qui se passe chez Goodyear, mais aussi ce qui s'est passé chez Bricorama et il y a quelques mois maintenant chez Sifrance avec le rôle de la CFDT. Oui, enfin, je ne suis pas là non plus pour défendre tous les syndicats, redevable de l'action de l'ensemble des syndicats. Est-ce qu'il y a une dérive aujourd'hui de la CGT qui a oublié, c'est le sens de cette question, pourquoi elle était là aujourd'hui, c'est-à-dire pour porter la parole des syndicats, des salariés? Je vais vous donner un élément d'explication qu'aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, ça n'est pas leur opinion. Il y a eu pour la première fois au mois de décembre une élection professionnelle pour les salariés des très petites entreprises. Un scrutin qui a été organisé de manière très laborieuse par les pouvoirs publics, ce qui a été très dommage. Ceci étant, plusieurs centaines de milliers, pour la première fois, de salariés travaillant dans des boulangeries, des boucheries, chez des petits artisans, ont voté pour ces élections professionnelles. Quel est le syndicat qu'ils ont mis très largement en tête de leur suffrage? La CGT, près de 30% des voix. Le deuxième syndicat, en l'occurrence la CFDT, est relégué à la deuxième position avec plus de 10% de voix derrière notre influence. Si nous étions, pardonnez-moi l'expression, autant à côté de nos pompes aux yeux des Français, on ne comprendrait pas pourquoi ils nous mettraient en tête de leur suffrage dans une période de tension, sachant ce que sont nos positions, sachant aussi ce qu'ont été nos positions l'année dernière, notamment à l'occasion des échéances électorales. Et lorsque nous disons qu'aujourd'hui, l'action politique ne correspond pas suffisamment aux attentes des salariés qui ont contribué au changement de président et à la majorité politique, ils nous soutiennent dans cette démarche. Non pas dans une démarche ennemie au gouvernement, dans une démarche qui souhaite que le quotidien des salariés change profondément. Et pour ça, il faut s'intéresser à ce qui fonctionne ou ce qui dysfonctionne dans la gestion des entreprises. On va en reparler dans quelques minutes de la prise de position que vous aviez eue lors de la campagne électorale en faveur de François Hollande. Ce sera dans une dizaine de minutes. D'abord, on va parler maintenant du plan du gouvernement pour redonner un peu de compétitivité aux entreprises, en tout cas ainsi qu'il est présenté par l'équipe de Jean-Marc Ayrault. Et c'est Michel Noblecourt du Monde qui va nous rejoindre maintenant pour vous interroger. Vous pouvez le faire vous aussi, je vous rappelle, sur Twitter, vos questions à Bernard Thibault avec le mot-clé TousPol. Tous Politique, en direct sur France Inter et aussi en streaming sur lemonde.fr et afp.com. Bernard Thibault, bonjour. Bonjour. La CGT dénonce avec beaucoup de véhémence l'accord signé le 11 janvier sur l'emploi par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC avec le patronat. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de points qui auraient pu vous apparaître comme plutôt positifs dans cet accord. La généralisation de la complémentaire santé, les droits rechargeables pour l'assurance chômage, le compte individuel de formation, une taxation partielle des contrats à durée déterminée, la présence de salariés avec voix délibérative dans les conseils d'administration, qui était un point sur lequel vous teniez. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas quelques avancées dans cet accord? Est-ce qu'il n'y a pas un pas, je dirais, avec la notion de portabilité des droits qui est aussi reconnue dans le texte, un pas vers la sécurité sociale professionnelle que vous demandez depuis des années? Non, cet accord est particulièrement dangereux. Et moi, j'en profite une nouvelle fois pour inviter tous les auditeurs à prendre le temps de se rendre compte par eux-mêmes de la nocivité de ce texte. On ne demande pas d'être cru sur parole, que chacun regarde précisément. Je remarque d'ailleurs que vous entamez l'échange sur le contenu de cet accord, sur ce qui a été présenté comme des avancées. Il y a beaucoup à dire et je peux reprendre chacun des thèmes que vous avez évoqués pour les qualifier d'avancées potentielles. Il n'y a pas dans le texte, au stade actuel, de généralisation de la complémentaire santé. De manière abusive, parfois certains commentateurs, vous ne l'avez pas fait mais d'autres l'ont fait, ont parlé d'une généralisation de la mutuelle à tous les salariés. Ça n'est absolument pas ce que dit le texte interprofessionnel. Il y a un engagement de discussion à l'horizon de 4 années pour ouvrir les complémentaires santé, en l'occurrence aussi des assureurs privés, moyennant des accords d'entreprise, donc rien n'est garanti au niveau des branches. Chaque entreprise devra négocier son partenaire pour imaginer une complémentaire santé. Il est précisé que la contribution maximum des employeurs sera fixée à 50%, et je voudrais dire qu'aujourd'hui,
en matière de complémentaire santé, la règle, ou disons la moyenne de la contribution des employeurs, c'est 57%. Donc au passage, ils en profitent pour diminuer ce que serait leur contribution en cas de généralisation de la complémentaire santé. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, cette négociation serait renvoyée aux négociations annuelles obligatoires. Lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical, il n'y a pas de négociation annuelle obligatoire. En l'occurrence, pour cela, il n'y aura pas de généralisation de la complémentaire. Le texte ne dit pas cela. En matière de droits rechargeables pour les chômeurs, je n'entre pas dans la technique, il s'agirait de concevoir des droits mieux adaptés pour des personnes, et elles sont de plus en plus nombreuses, qui, durant une année ou sur une séquence de calendrier un peu plus longue, passent d'une période d'emploi à une période de chômage, une période d'emploi à une période de chômage. Les droits ne sont pas bien conçus pour ce genre de parcours. Tout le monde dit on va en rediscuter. Le patronat met dans le texte nous allons imaginer des droits rechargeables. Mais il obtient dans le document le fait que ça soit une discussion ultérieure. Il n'y a donc rien de garanti. On s'engage aujourd'hui à avoir des discussions ultérieures, tout en précisant qu'il faudra que cette négociation ait lieu sans accroître le déficit du régime d'indemnisation du chômage. Le déficit est déjà énorme pour une raison simple. C'est une négociation à venir. Oui, mais pour une raison simple, c'est qu'il y a croissance du chômage et un patronat qui dit je ne mets pas un euro de plus pour indemniser le chômage. Il n'y a rien de bon dans ce texte, on vous entend, même les points qui sont présentés comme positifs. Je souhaite revenir, parce que c'est important, sur ce qui est présenté comme des contreparties intéressantes pour les salariés. Et je veux faire la démonstration, c'est pour ça que ça nécessite un peu de temps. La mutuelle, c'est non, vous avez entendu. Que ça n'est pas le cas dans le texte. Moi, je ne demande pas que l'on s'en réfère aux déclarations sur ce que seraient les qualités du document. Je demande à chacun de regarder précisément comment est écrit le document. Même en matière, donc j'en reviens sur le chômage, la négociation à venir consistera à demander aux syndicats quels sont les chômeurs pour lesquels vous acceptez de diminuer les droits de manière à en réaffecter une partie sur les chômeurs pour des droits rechargeables. Même sur le droit à la formation est un droit virtuel. Ce texte dit chaque personne, chaque salarié aura un potentiel de 20 heures de droit à la formation qu'il conservera même s'il perd son emploi. Parfait. Sauf qu'il n'y a aucun moyen financier pour financer ce droit. Vous imaginez un salarié qui est licencié. Il a encore 10 heures potentielles de droit à la formation. Si on suit le texte, il va voir un nouvel employeur. Il se présente à l'embauche et dit voilà, je revendique le poste, mais vous devez le savoir, moi j'ai encore 10 heures à me payer pour ma formation professionnelle. Qu'imaginez-vous que l'employeur va faire si à côté de celui-ci, il a un deuxième salarié qui vient en disant moi j'ai 0 heure de formation à me payer. Pour l'instant, à moins que l'État trouve les 4 milliards nécessaires à financer ce droit à la formation. Le texte ne garantit pas donc tout est acheté dans cet accord. C'est pas une question de posture, Monsieur Noblecourt. Je veux bien avec vous regarder dans le détail les différents contenus, même s'agissant du temps partiel. Il y a un principe de base pour lequel tout le monde est d'accord dans le texte. Il faut fixer une durée minimum pour l'utilisation, le recrutement à temps partiel. Aujourd'hui, les employeurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a des salariés qui sont embauchés parfois à 8 heures, à 10 heures, à 12 heures. Le texte dit le minimum de référence, ce sera 24 heures. Banco, banco. Mais on ajoute tout de suite, c'est une durée annuelle, dont les horaires de travail seront révisables 8 fois dans l'année par avenant au contrat de travail, avec un délai de prévenance réduit, ce qui fait que la conjugaison entre vie personnelle, vie professionnelle sera encore un peu plus compliquée, notamment pour tous ceux qui, ayant du temps partiel, cherchent souvent à avoir un deuxième petit boulot pour compléter leurs revenus. Je prends un point important dans l'accord, un point important qui figure parmi les critiques que vous faites sur cet accord, qui concerne ce qu'on appelle les accords de maintien dans l'emploi. Vous dites que c'est la même chose que les accords compétitivité emploi sous Nicolas Sarkozy. Or, en fait, on peut se dire, bon, la CGT est l'organisation qui est la mieux implantée dans les entreprises. C'est également l'organisation, vous ne me direz pas le contraire, qui signe le plus d'accords dans les entreprises, qui est la première signataire d'accords. Pas tout à fait, mais on n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin, oui. Est-ce que, en fait, avec ce qui est indiqué dans cet accord, comme quoi ça doit être des accords majoritaires, pour une durée de 2 ans maximum, dans le cas de graves crises conjoncturelles, attestées par un expert comptable qui sera payé par l'entreprise auquel les syndicats pourront faire appel, est-ce que ça ne donne pas quand même un droit de veto à la CGT sur ces accords? Non, il n'y aura pas de droit de veto, parce que c'est d'une part un expert comptable. Passer sans vous. Un expert comptable et non pas une expertise économique comme c'est le cas aujourd'hui pour les comités d'entreprise. Nous avons aujourd'hui la possibilité, et ça n'est pas suffisant. Avec les accords majoritaires, on ne pourra pas conclure d'accord sans l'accord de la CGT dans la plupart des entreprises. C'est simple, y compris le texte dit accord majoritaire, y compris majorité de salariés.
Prenez le cas d'une entreprise. Je vais vous donner un cas qui n'est pas un cas d'école vu les pratiques d'aujourd'hui. Ça s'est déjà produit. Il y a déjà eu des accords dits compétitivité-emploi. Il y a déjà eu des salariés qui ont accepté très majoritairement dans leur entreprise. Y compris la Le revolver sur la tempe. Le revolver sur la tempe. Ou vous acceptez une diminution de vos salaires, voire une augmentation du temps de travail, ou on ferme l'usine. Ce sont les discussions chez Renault en ce moment. Ce qui se passe chez Renault est destiné, si ce texte est validé par le gouvernement, à être généralisé. Et moi, je vous le dis, si on veut sacrifier l'industrie française, il faut procéder comme cela. Il faut adopter ce texte. Ça s'est déjà produit. Bosch, Continental. On a de nombreux cas où déjà par le passé, c'est pour cela que le MEDEF s'est appuyé sur ces cas durant la campagne présidentielle, pour en vanter tous les mérites. C'est pour cela que Nicolas Sarkozy en avait fait un de ses horizons sociaux. Tous les responsables du Parti socialiste de l'époque, on était dans la campagne électorale, avaient dit la nocivité de cette approche sous forme de chantage. L'accord majoritaire dans une entreprise n'est pas très compliqué à obtenir. Imaginez que dans une entreprise de 1000 salariés, il y ait l'interrogation, un référendum dans l'entreprise, l'employeur disant « Êtes-vous majoritairement d'accord pour qu'on se sépare des 100 salariés qui sont dans le hangar numéro B ? Et si on se sépare des 100 salariés dans le hangar numéro B, je garantis la sauvegarde des autres emplois. » Vous obtiendrez une majorité des salariés, éventuellement, pour rejeter les 100 salariés du hangar numéro B. C'est ça qu'on veut instaurer dans l'entreprise en termes de climat. Et en quoi ça va nous permettre de redresser et de sécuriser l'emploi. Cet accord était censé être négocié pour sécuriser l'emploi à la demande du président de la République. Au contraire, on débouche sur tout un tas de dispositions qui relèguent le contrat de travail aux vieilles lunes, puisque une des conséquences, ça peut apparaître technique et c'est très politique et très social ce que je veux évoquer. Les employeurs pourraient, avec ce texte, réviser unilatéralement les dispositifs qui sont présents dans votre contrat de travail. Vous n'aurez plus, contrairement à aujourd'hui, la possibilité de faire respecter les normes, les dispositions qui figurent dans votre contrat de travail, c'est-à-dire vos horaires de travail, votre lieu de travail. Le texte dit aussi que la mobilité pourra être imposée. Si vous refusez un nouvel emploi à la demande de l'employeur, vous avez le droit de refuser le nouvel emploi, mais vous démissionnerez pour convenance personnelle. Vous n'aurez pas les indemnités dues à un licenciement économique. Bernard Thibault, on vous verra dans la rue dans les semaines qui viennent aux côtés de Force ouvrière sur cet accord, contre cet accord? On nous verra sans doute dans la rue et avec Force ouvrière. J'ai eu une nouvelle conversation, et pour ne rien vous cacher, aujourd'hui même avec Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Nous avons encore nos réunions d'instance cette semaine, mais le principe est maintenant acquis. Nous allons joindre nos forces pour essayer de dissuader le gouvernement et la majorité des députés actuels de ne pas commettre l'impair important que représenterait l'adoption de ce texte. Moi, je voudrais aussi faire référence à ce qui s'est passé en Allemagne il y a une dizaine d'années. M. Schröder a adopté des réformes sur le marché du travail. Il fallait fluidifier le marché du travail. Les licenciements d'aujourd'hui feront les emplois de demain. Et il y a eu les lois Hartz en Allemagne, elles s'appelaient loi Hartz 1, 2, 3, 4, etc., etc. Eh bien, c'est ce qui a disqualifié le SPD pour accéder au pouvoir depuis 10 ans, et à mon avis, il est encore disqualifié pendant un moment. Le président de la République, François Hollande, s'est engagé très fortement le soir même de la signature de l'accord pour transcrire fidèlement ce texte. Jean-Marc Ayrault de même, les présidents des groupes socialistes au Sénat, à l'Assemblée nationale aussi, le premier secrétaire du Parti socialiste aussi. Comment imaginez-vous que vous allez faire fléchir le gouvernement sur ce point? Eh bien, c'est une des raisons qui nous font en appeler aux salariés eux-mêmes, à les informer. Avec FO, c'est un peu baroque quand même, je veux dire. C'est une alliance un peu la carpe et le lapin. Il y en aura d'autres, monsieur Noblecourt. Il y aura notamment beaucoup de juristes du travail. Il se trouve que ce texte, s'il était adopté en l'état, serait contraire à des conventions internationales signées par la France, des normes de l'OIT, voire la charte européenne des droits sociaux européens. Donc nous avons nos arguments. Nous pourrons faire des démonstrations, y compris sur les inepties juridiques. Est-il normal aujourd'hui de réduire le délai de recours au prud'homme pour les salariés comme l'exige le patronat? Est-il normal aujourd'hui que les employeurs obtiennent une nouvelle diminution, une nouvelle exonération de cotisations sociales dès lors qu'ils embauchent des jeunes en CDI? On a beaucoup parlé de la taxation des CDD. Voilà une autre mesure.
taxation des CDD. Partielle. La majorité des cas, vous n'allez pas me contredire, la majorité des cas en CDD seront exonérés de cette nouvelle taxation. Mais prouesse du MEDEF, ça je reconnais l'efficacité patronale de ce point de vue-là, prouesse du MEDEF pour une taxation de quelques CDD qui va coûter au patronat 110 millions d'euros en obtenant en contrepartie une exonération de cotisation sociale à chaque fois qu'ils vont embaucher un jeune de moins de 26 ans en CDI. Vous vous rendez compte, maintenant il faut payer les entreprises pour qu'elles embauchent en CDI. Ça va leur rapporter, pardonnez-moi, 155 millions d'euros. Un mot, Bernard Thibault, sur la grève des fonctionnaires cette semaine. 3 syndicats dans le vôtre les ont appelés à descendre dans la rue. Je voulais vous faire entendre ce que disait simplement cette semaine l'ancien ministre du budget, l'ancien ministre UMP du budget, Éric Woerth. Écoutez bien. Les fonctionnaires sont très déçus. Ça fait 9 mois que la gauche est au gouvernement. Il ne s'est rien passé dans le domaine de la fonction publique. Absolument rien. Le dialogue social n'est pas meilleur. Et je pense qu'on avait au contraire, nous, un dialogue de responsabilité avec la fonction publique. Il n'y a jamais eu de grève de fonctionnaires, ou quasiment pas, durant ces 5 dernières années. Les fonctionnaires étaient mieux traités par Nicolas Sarkozy que par François Hollande. Bernard Thibault. Oui, la déception, ça va être pour M. Woerth de ne plus être aux manettes, mais ça c'est autre chose. Il est un peu amnésique, M. Woerth. S'il ne se souvient pas des fonctionnaires dans la rue sous son gouvernement, il est manifestement, quand il y a une grève, on la voit plus dans ce pays, avait dit je Nicolas rappellerai Sarkozy. que parmi les manifestants, ils n'étaient pas les seuls. C'est la raison pour laquelle il y avait de très nombreux manifestants à l'époque, mais parmi les manifestants contre la réforme des retraites de M. Sarkozy, il y avait les fonctionnaires. Bernard Thibault, 35 ans de carte à la CGT, 14 années passées à la tête de la centrale. Vous allez donc céder la place à la fin du mois de mars à votre successeur Thierry Lepant. Avec quel bilan, avec quel regret aussi peut-être? C'est Bernard Pellegrin de l'agence France Presse qui vient à son tour vous interroger. Tous politiques. Marc Fauvel, avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. Bonsoir Monsieur Thibault. Bonsoir. On a entendu là, dans cette première partie, presque un réquisitoire contre l'action du gouvernement dans le domaine social. Enfin, vous êtes très dur. Donc, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Vous avez porté votre soutien à François Hollande, qui était assez exceptionnel d'ailleurs, à la veille du second tour de la présidentielle. Est-ce que vous recommenceriez? Oui. Oui. Pourquoi? Dans la même situation, oui. Il est toujours facile de refaire l'histoire. Il faut se remettre dans le contexte de l'élection présidentielle. Il faut se remettre lorsqu'on a un choix à faire à l'issue d'un bilan d'un quinquennat de M. Nicolas Sarkozy, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des relations sociales. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas au motif qu'il a pu recevoir à maintes et maintes reprises, ça a déjà été remarqué à plusieurs fois, les représentants syndicaux à l'Élysée, que pour autant ça en faisait un dialogue social de qualité. Il a quand même été un des présidents de la République qui a imposé au pays, malgré plusieurs millions de manifestants. D'aucuns, il y a quelques semaines, se targuaient d'avoir fait peut-être la manifestation la plus importante de plusieurs décennies. Je rappelle qu'au moment des retraites, on a sans doute battu des records historiques. Il faut quand même pas abuser. Et sur les éléments de comparaison, qu'on autorise la CGT à avoir quand même plus d'occasions de comparer les chiffres que certains qui manifestent une fois dans leur vie. Bon. Donc pour l'instant, le bilan à l'égard de ce gouvernement qui est là depuis 9 mois vous permet encore de dire on n'est pas soutien du gouvernement, mais on n'est pas critique non plus. Mais c'est pas la question, c'est pas tant. On n'est pas un parti politique, on ne vise pas l'accès aux responsabilités institutionnelles, ça n'est pas notre rôle. Nous sommes organisation syndicale de salariés. C'est en ce sens, même si ça nous a été reproché, que nous avons estimé de notre responsabilité de dire aussi ce que nous en pensions au moment des échéances électorales. Et de dire, nous, CGT, au vu du mandat que vous nous donnez pour défendre vos intérêts, ensemble, parce que ce n'est pas une prise de position que nous avons décidée sur un coin de table, c'est aussi en écoutant ce que pensaient les salariés dans les entreprises. Nous pensons qu'un nouveau mandat pour Nicolas Sarkozy, au vu de ce qu'il disait, par exemple pour mettre en place les accords compétitivité-emploi, ce serait catastrophique pour les salariés. Vous comprendrez bien que si un autre gouvernement, peu importe sa coloration, revient avec les mêmes recettes sur ce point que celles qui étaient préconisées hier, je ne vois pas à quel titre il nous faudrait changer notre jugement. À ce moment-là, on pourrait nous taxer de ne plus être indépendants et qu'à savoir, dès lors qu'il y a un gouvernement de telle ou telle couleur au gouvernement, nous devrions remettre nos revendications dans notre poche. Donc, c'est aussi au regard de l'urgence de la situation. Loin de nous l'idée de penser que tout dépend d'un gouvernement. Et nous l'avons dit d'ailleurs au moment des élections présidentielles. Il ne suffira pas de changer de président de la République pour que toutes nos revendications soient satisfaites. Mais en même temps, un changement
de président de la République et de gouvernement sera un élément qui nous aidera à réunir des conditions sans doute plus favorables. Ceci dit, la mécanique qui prévaut dans la gestion des entreprises n'a pas fondamentalement changé. Les groupes continuent de raisonner dans les mêmes termes. On a eu les chiffres ces derniers temps des dividendes versés pour les principaux groupes français. On a augmenté de 5% les dividendes versés au CAC 40. Dans la même période, c'est 1000 chômeurs de plus par jour ouvrables dans l'année 2012. Il n'y a pas un gouvernement, et d'ailleurs dans les déclarations c'est le cas, il n'y a pas un gouvernement en France ou en Europe qui peut être insensible à cette réalité. Ou alors ce serait de l'inconscience. Un petit peu de politique. On a le sentiment par exemple que le positionnement du front de gauche aujourd'hui sur l'austérité, sur la crise européenne correspond davantage aux options de la CGT. Est-ce que vous préférez, s'agissant de Renault par exemple, le discours de M. Mélenchon à celui de M. Montebourg? Les deux ne sont pas avec le même statut. L'un est ministre, l'autre pas. Donc forcément, je dirais, de fait, ça permet des commentaires, des prises de position qui n'ont pas tout à fait le même statut. Et moi, je ne les confondrai pas. Et je ne m'immiscerai pas, c'est tout à fait clair pour moi et pour la CGT, je ne m'immiscerai pas dans un débat qui anime d'abord les partis entre eux ou le bien fondé ou l'orientation d'une coalition gouvernementale ou d'une majorité gouvernementale à un moment donné. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, réclame le départ de Carlos Ghosn, vous n'entrez pas dans ces considérations? Non, mais c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon fait telle et telle déclaration que la CGT y adhère systématiquement. Est-ce que vous souhaiteriez que Carlos Ghosn il est dirigeant politique, il est libre de ses déclarations, et l'organisation syndicale, elle, fonde ses positionnements en fonction de l'opinion de ses adhérents et de ses électeurs. Est-ce que vous pensez que Carlos Ghosn devrait quitter les entreprises? J'ai maints exemples où les changements d'hommes ou les changements de femmes ne suffisent pas à obtenir des changements de politique et d'orientation. Et pour nous, c'est quand même un peu plus fondamental, même si ça n'est jamais neutre. Je veux dire par là que parfois, il y a des hommes ou des femmes qui, par leur comportement, peuvent aiguiser aussi le mécontentement. C'était le cas d'ailleurs de l'ancien président de la République, c'est pour ça qu'on souhaitait son départ. Mais en même temps, ce n'est pas dans la culture de la société de viser d'abord les hommes et les femmes, mais plutôt les orientations qu'ils défendent. On parlait d'Arnaud Montebourg il y a un instant, Bernard Thibault. Bernard Pellegrin, vous avez justement une question sur la marinière, ou plus exactement sur le produison français. Oui, alors, il y a très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, le Parti communiste français avait lancé une campagne qui s'appelait « Produisons, achetons français », si je me souviens bien. Donc le Parti communiste était très en avance. Aujourd'hui, c'est Arnaud Montebourg qui a repris ce slogan. C'est aussi les centres Leclerc, d'ailleurs, et puis plein d'autres gens. Est-ce que vous adhérez à cette conception de l'économie écoutez, on faisait état tout à l'heure de conflits difficiles, notamment dans le secteur industriel. On a fait, je me souviens d'une grosse manifestation encore, on en fait, vous voyez, souvent, en 2009, sur l'avenir de l'industrie. Un sujet dont on ne parlait pas beaucoup, à part sur des conflits très localisés, mais on n'était pas encore, tout le monde n'avait pas encore pris conscience qu'à partir de la crise de 2008, notamment dans le secteur industriel, ça allait être dévastateur. Ça s'est confirmé dans les faits. On occupe encore des entreprises aujourd'hui. Défendre le potentiel industriel du pays. On a des entreprises comme Fralib, les thés Lipton, dans la région marseillaise, qui continuent d'être occupées. Heureusement que les salariés... Ça passe par le consommateur, par le réflexe d'acheter français. Ça passe par le il faut refaire une campagne aujourd'hui. Il faut aussi produire dans notre pays. On fait partie de ces pays, même si la proportion diminue, dont la richesse produite dépend encore, je dirais, pour une part importante, des produits industriels. Nous ne sommes pas l'économie britannique, nous ne sommes pas l'économie espagnole, nous sommes encore de ces pays industriels. Nous ne sommes pas complètement désindustrialisés. Non, mais il y a urgence. Il y a urgence dans des ports importants. Je visitais vendredi l'entreprise Safran, à Villaroche plus exactement. Eh bien, voilà un exemple où il a fallu conjuguer à la fois les capacités humaines, techniques que nous avions dans l'aviation. Safran, anciennement Snecma, est parmi les leaders, si ce n'est en certaines gammes, le leader mondial dans la fabrication d'avions, de réacteurs d'avions, pour le civil comme pour le militaire. Il a fallu conjuguer plusieurs éléments. Des compétences, des savoir-faire dans ce domaine particulièrement pointu, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, mais aussi une volonté politique, puisque Safran est aussi le résultat de mariages internationaux, avec des accords tantôt franco-américains, tantôt au sein franco-allemand pour certaines gammes, et avec un certain volontarisme politique.
Aujourd'hui, et je pense que c'est une critique récurrente, les responsables politiques semblent donner l'impression d'être démunis, impuissants, et de s'accommoder de cette impuissance à l'égard des grands groupes internationaux qui font et défont l'avenir d'une localité, voire d'un pays. Je pense que notre démocratie peut en souffrir profondément si nous ne parvenons pas, les uns et les autres, à faire en sorte que ce soit bien les représentants élus qui aient la voix au chapitre pour les destinées du peuple. Ou alors, où allons-nous? Bernard Thibault, dans un peu moins de 2 mois, vous ne serez donc plus le patron de la CGT. On voulait vous faire il n'y avait entendre... pas de patron, hein, donc secrétaire ce sera général pas un de la grand manque de ce CGT, point de pardon. vue-là. C'est une expression Je comprends courante bien. dans les médias. Vous ne serez donc plus secrétaire général de la CGT. On voulait vous faire entendre un jeune syndicaliste maintenant. On a fouillé un peu dans les archives de l'INA. C'était le 31 janvier 1999 à la tribune du congrès de la CGT qui venait de se choisir un nouveau patron. Et c'était vous, Bernard Thibault. Le pluralisme syndical est une réalité incontournable. Les salariés ne la vivent pas comme un drame, ils sont lucides sur les différences d'analyse, les divergences qui ont existé ou celles qui continueront sans doute d'apparaître. Ils aspirent cependant à ce que ce pluralisme ne soit pas le prétexte à la division systématique et paralysante. Lorsque des responsables syndicaux ne peuvent plus se serrer la main, c'est le patronat qui se frotte les siennes. Et ça rappelle des souvenirs à tous les auditeurs d'Inter. Voilà, Bernard Pellegrin. 13 ans ont passé. Aujourd'hui, on est un peu, toute proportion gardée évidemment, à l'heure du bilan pour vous à la tête de la CGT. On vous a surnommé parfois le Gorbatchev de la CGT. Oh, vous avez lu ça? J'ai lu ça plusieurs fois. Bon, oui. moi, Alors je faisons un l'avais peu pas lu. le bilan de cette perestroïka. Vous êtes souvent présenté comme l'homme de la modernisation de la CGT. Oui, enfin bon. À vos On yeux, n'a pas la qu'est-ce même coupe de cheveux, oui, À c'est vos vrai. yeux, qu'est-ce qui a été le plus réussi dans cette modernisation Je dont sais on pas, vous fait je souvent l'ai déjà dit, je le répéterai, je ne suis pas le mieux placé pour faire mon bilan. Moi, je laisse ça aux adhérents, c'est à eux d'apprécier, aux organisations syndicales. Et il faut aussi... L'image de la CGT a changé pendant Oui, ces mais 13 ça, ans c'est pas... grâce à vous. Enfin, l'image, je sais pas. Non, il y a sans doute certaines visions qui ont été démenties par les faits. Je veux dire par là que plusieurs acteurs pensaient que la CGT allait mourir à petit feu. Certains acteurs syndicaux, politiques, observateurs, commentateurs, etc., etc. C'est pas ce qui se produit. C'est pas ce qui se produit. Ça fait 5 années que nos effectifs syndiqués progressent. On finit l'année 2011, l'exercice 2011, 690 000 adhérents. Vous n'aviez pas fixé la barre à 1 million. C'est pas le Pérou et on avait fixé la barre à 1 million. à 1 million. Et un auditeur Mais vous interpelle, Christophe Aigron sur Twitter. Pourquoi si peu de salariés syndiqués? Est-ce qu'il vous trouve obsolète, vous, Bernard Thibault? Non, je ne crois pas. Les taux de confiance à l'égard des syndicats, toutes les enquêtes le démontrent, sont bien supérieurs, et c'est d'ailleurs pas forcément une source de réjouissance, bien supérieurs au taux de confiance à l'égard des partis politiques. Ça renvoie d'ailleurs à notre démocratie malade, parce que constater cela, ça ne peut pas être satisfaisant pour un démocrate. Mais le taux de confiance, parce que la crise est là, souhaiter que les syndicats soient plus efficaces, plus forts pour représenter un contrepoids aux décisions unilatérales des entreprises, des employeurs, des actionnaires, je reviens à ce terme-là, parce que quand on a cette... eux ont une véritable sécurité sociale professionnelle, les actionnaires. Quoi qu'il se passe, qu'on fasse des affaires ou qu'on n'en fasse pas, qu'on vende des produits ou qu'on n'en vende pas, on maintient le taux de dividende à peu près constant. Et alors, comment maintenir le taux de syndicalisation à peu près constant? En même temps, les salariés 10% disent... aujourd'hui en France. Hein, Les salariés disent une chose très claire en France. Faible en La France. première cause, parce que naturellement on les interroge, on discute, la première cause pour laquelle ils expliquent, d'après eux, pourquoi il y a si peu d'adhérents, c'est la peur des représailles dans les entreprises. La peur des représailles, c'est la trouille d'être syndiqué. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est un fait. Même si le droit syndical, le droit d'être syndiqué au syndicat de son choix est un droit fondamental, un droit constitutionnel, le fait de passer à l'acte, aujourd'hui, période de crise, c'est prendre des risques pour son emploi. Ça n'est pas normal. Et il n'y a qu'à propos d'ailleurs des salariés que l'on fait porter des menaces. Jamais on ne menacera quelqu'un qui appartient à une profession libérale d'adhérer au syndicat de son choix. On trouve normal qu'un médecin, qu'un avocat, qu'un agriculteur, que sais-je, que d'autres catégories soient membres du syndicat professionnel de son secteur professionnel. Et c'est un droit, je ne leur conteste absolument pas ce droit. Pourquoi il n'y aurait que pour les salariés que ce droit ne serait pas normalement... S'agissant de votre succession, on sait que vous vouliez qu'une femme vous succède.
Ce n'est pas le cas. Est-ce que si une femme vous avait succédé, ça aurait été une manière, et ma question est sérieuse, est-ce que ça aurait été une manière de rendre le fait de se syndiquer plus facile? Non, je ne pense pas. Non. Ce que je voulais ajouter aussi, j'ai évité, et j'y tiens aussi à ce morceau de réponse sur le bilan, c'est que la CGT, c'est un travail collectif. Et même si naturellement, ne serait-ce que parce qu'il est sous le feu des interrogations, des questions dans les médias, comme c'est le cas ce soir, le secrétaire général a un rôle particulier. Mais c'est aussi un travail d'équipe. Et j'en reviens à votre question pour rappeler que parmi nos qualités, et je le signale notamment vis-à-vis de ceux qui pensent que la CGT n'aurait que des défauts dans cette période, nous sommes la seule confédération où nos organismes de direction sont à parité, depuis de nombreuses années, presque une dizaine d'années. Autant de femmes que d'hommes au bureau confédéral, à la commission exécutive. Ça se sait peu, donc j'en profite pour le rappeler. Alors, oui, qu'une femme soit, pourquoi pas, secrétaire générale de la CGT, ça ne sera pas pour cette fois-ci, on ne va pas refaire les débats que nous avons eus ces derniers mois, qui ont été source un petit peu de tension, nous nous sommes enfin mis d'accord, Thierry Lepan sera un bon secrétaire général pour la CGT, mais en l'occurrence, ce sera un homme, voilà, c'est ainsi. Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, l'invité de Tous Politiques ce soir sur France Inter avec Le Monde et l'agence France Presse. Il nous reste une toute petite dizaine de minutes pour aborder la dernière séquence de ce rendez-vous, une série de questions-réponses rapides sur l'actualité. Tous Politiques. Marc Fauvel. Vous avez éludé un peu la question sur votre bilan à la tête de la CGT. Je voulais vous demander ce que vous pensez de celui de Laurence Parisot, la patronne des patrons, ça c'était encore une expression médiatique, patronne des patrons, patronne du MEDEF, dont le mandat arrive lui aussi à échéance. La plus grande qualité qu'elle ait? Je ne sais pas. Vous pouvez en donner plusieurs. Vous me voyez bouche bée, j'ai eu de cette question. Son plus grand défaut. Elle a une grande qualité. Si, elle a quand même une grande qualité, c'est qu'elle parvient, si les choses ne bougeaient pas, elle parvient, après avoir obtenu d'un gouvernement de droite durant 5 années des réformes quasiment au diapason du cahier revendicatif, à être sur le point de convaincre la gauche de rester sur la même philosophie. Ce qui est quand même une prouesse difficile à battre. Un troisième mandat, Laurence Parisot, ce serait scandaleux. Vous en avez fait 4. Vous, on sait qu'elle tente de changer les Moi, statuts. j'ai déjà suffisamment à faire avec les mandats que j'ai assumés. Je laisse aux employeurs le soin de régler leurs problèmes entre eux, sachant qu'il y a aussi une question de représentativité dans les négociations sociales de notre pays. Et j'en profite pour dire au passage que l'accord national interprofessionnel a été signé par des organisations côté salariés qui représentent une minorité des salariés. CGT et Force ouvrière représentent aux élections beaucoup plus de salariés que les 3 organisations signataires. Et il faudra bien, et je pense que ce n'est pas non plus un argument négligeable vis-à-vis du gouvernement qui a toujours dit, et je ne lui fais pas de procès d'intention, j'attends simplement qu'il y ait des actes, qu'il voulait adosser ses politiques, ses mesures, ses lois, aussi en tenant compte de la démocratie sociale. En l'occurrence, ce texte est soutenu par des syndicats de salariés qui représentent une minorité vis-à-vis de ceux qui contestent son bien fondé. Bernard Thibault, question de Michel Noblecourt. Oui, Bernard Thibault, il y a quelques jours donc une déclaration de Michel Sapin qui indiquait que l'État en France, que l'État était en faillite. Et donc, près de 2 Français sur 3, 63% sont d'accord avec cette affirmation. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, l'État n'est pas en faillite. Que l'État ait des problèmes de trésorerie, que l'État soit endetté, c'est une chose, mais l'État français n'est pas en faillite. On ne va pas décréter la disparition sur le plan économique de l'État. Et à ce propos, je voudrais bien qu'on prenne des mesures après les déclarations stupéfiantes qui ont été faites ces derniers jours et qui semblent passer inaperçues de la part de ces prévisionnistes du FMI, de la Commission européenne, qui nous ont dit quoi il y a quelques jours? On a sous-estimé de manière considérable, les effets négatifs en termes d'austérité de ce qu'avaient généré nos préconisations en matière d'économie sur les dépenses publiques. Autrement dit, ont-ils dit, de manière stupéfiante, nos ordinateurs n'avaient pas prévu une chose, c'est l'effet anxiogène généré par le tassement des dépenses publiques. Et à l'évidence, à l'expérience, vu ce qui se passe, exiger 1 euro d'économie dans les dépenses publiques, ça aboutit à une contraction
de l'activité de l'ordre de 2-3 euros. Donc, il faut revoir nos paramètres. Donc ça vous donne raison, quoi, en fait. Ça légitime ce que l'ensemble du mouvement syndical européen a dit. Et nous allons le redire, d'ailleurs, ensemble, au mois de mars. Sans doute le 14 mars, à Bruxelles, veille du sommet des chefs d'État. Ce qui me permet de dire au passage que la CGT n'est pas isolée dans le concert syndical européen. Nous allons de nouveau nous réunir à Bruxelles la veille du sommet des chefs d'État pour leur redire, arrêtez avec cette austérité dans les budgets publics qui est en train, à sa manière, d'alimenter la récession. Bernard Pellegrin, Le Monde. Bernard Thibault, dans ce climat d'austérité, dans ce climat d'austérité, de crise, est-ce qu'on parle trop des problèmes sociétaux en France? Par exemple, du mariage pour tous? Non, moi je ne les opposerai pas. Je ne les opposerai pas. L'égalité des droits, la non-discrimination, c'est aussi un combat syndical. Et s'agissant de ceux qui sont discriminés, il y en a beaucoup du fait de leur comportement sexuel. Par exemple, ça vaut de notre côté une action via un collectif, via plusieurs mouvements locaux qui datent de 17 ans. Donc il est bien aussi que la gauche apporte sa contribution à à la réduction. Le syndicat. Oui, mais le syndicat milite, mais ce n'est pas le syndicat qui fait les lois. Hein, et c'est pour ça que notre campagne va justement destinée à rencontrer, je vais les rencontrer mardi, les parlementaires socialistes, le gouvernement, dans la perspective de cette loi. Que le mariage pour tous. Sur un autre sujet, dans ce que je voulais évoquer, c'est bien oui. Les parlementaires qui font la loi. Et si les syndicats agissent contre les discriminations, en l'occurrence celle-ci, ou l'inégalité de droits, c'est bientôt aux législateurs de refonder les textes pour que ces droits soient plus conformes aux besoins de la société d'aujourd'hui. Bernard Thibault, je crois que vous aimez davantage le rugby que le foot, mais j'ai quand même une petite question foot à vous poser avec l'arrivée très remarquée cette semaine de David Beckham dans les rangs du Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous c'est le règne de l'argent roi ou est-ce que finalement c'est une bonne nouvelle? Ça veut dire que la France attire encore les talents? Bon, vous l'avez dit, je préfère J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, on a perdu face à l'Italie. Oui, j'ai appris ça en venant vous rejoindre. Sur l'arrivée de Beckham au PSG. J'ai pas souffert comme les téléspectateurs, mais bon, il s'avère qu'on a perdu. À propos du foot, je suis vraiment pas un spécialiste. Ce que j'ai compris, c'est que, mais ça ne semble pas être vrai que pour le club du Paris Saint-Germain, c'est que tout ça ressemblait plus maintenant à des grosses machines économiques, commerciales, et j'ai compris, ou en tout cas, moi je comprends que l'avenue de tel ou tel joueur est aussi conçue, imaginée, pensée, organisée pour en faire une source de profit. Et je pense que le PSG le conçoit comme tel, parce que j'imagine pas, si j'ai bien compris, que durant 5 mois, il va forcément, faudrait à lui tout seul, lancer une antenne de la CGT peut-être pour les joueurs professionnels. Donc, a priori, c'est pour faire de l'argent. Bon, voilà. Après le congrès de Toulouse, en mars, quand votre successeur sera en place, vous allez faire quoi? Je ne sais pas encore. Pour tout vous dire, je n'ai pas le temps, même en ce moment. Je m'étais dit, vous voyez, un peu avant la veille du congrès, il va falloir quand même aussi que... Parce qu'il y a des syndicalistes qui se reclassent des fois dans des instances. François Chérec, par exemple. Vous pourriez faire comme François Chérec, vous pourriez jouer un rôle que François Chérec a été nommé inspecteur général d'affaires sociales qui va faire le suivi du plan pauvreté du gouvernement. Je ne pense pas. Mais ça vous choque? Ça vous choque? Non, mais je n'ai pas à commenter. Je sais que François Chérec s'était efforcé de faire en sorte que sa prédécesseur ne prenne pas trop de responsabilités officielles au point de prendre le risque que ça gêne sa confédération. Bon, je constate qu'après coup, il n'a pas eu tout à fait le même choix pour son successeur, mais ça regarde les dirigeants de la CFDT et la CFDT elle-même. Merci Bernard Thibault. Merci Cette émission s'achève, vous l'entendez sans doute derrière moi. Merci également à Stéphanie Texier qui l'a réalisé, Ophélie Vivier qui m'a aidé comme chaque semaine à la préparer. Rendez-vous dimanche prochain dans un instant, le journal 19h sur Inter. Bonne soirée.